Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Héros du Nouveau Monde. De l'Auvergne à Versailles. À 16 ans, le marquis de Lafayette fut présenté à la cour. Il arrivait du fond de l'Auvergne, où il est né, à Chavagnac, entre Brioude et Le Puy, le 6 septembre 1757. Chavagnac est un château perdu dans les bois de hêtres et de châtaigniers. C'est le château de ses ancêtres. Il y eut un Lafayette compagnon de Jeanne d'Arc, puis maréchal de France et une demoiselle de Lafayette qui résista à Louis XIII et, ce qui était plus difficile, au cardinal de Richelieu. Mais ce sont de lointains parents de la branche aînée. Gilbert descend de la branche cadette. La branche cadette de la famille n'était sortie de la province que pour faire la guerre. On y comptait une si grande proportion de gens tués, de père en fils, sur les champs de bataille que c'était devenu, dans notre province, une espèce de proverbe. Gilbert, c'est le prénom que l'on retint, est fils unique et bientôt orphelin. Son père, officier dans l'armée du roi, fit comme ses ancêtres, il se fit tuer à la guerre en 1758. Il avait épousé Julie de la Rivière qui passait pour avoir du bien. C'était vrai, on le vit bien lorsqu'elle fut morte, trop jeune. La grand-mère de Julie était une amie de la fille de Louis XV, Madame Adélaïde, qui lui promit d'obtenir pour son mari un brevet d'officier aux Grenadiers de France. Elle l'obtint, il en devint colonel et il en mourut. C'est à Chavagnac que Gilbert passa son enfance heureuse entourée de femmes, sa grand-mère et surtout ses deux tantes, dont une avait épousé un Chavagnac, qui l'élève, l'éduque et l'admire. Il y avait aussi une cousine dont il était amoureux, une fille de la tante Chavagnac, d'un an plus âgée. « Jamais frères et sœurs ne s'aimèrent plus tendrement que nous », a-t-il écrit. Ils couraient ensemble dans les bois, à la recherche de la bête du Gévaudan. Sa mère était très belle, mais elle ne venait à Chavagnac qu'1 ou 2 mois par an pendant l'été. Elle vivait le plus souvent à Paris chez son père, le marquis de la Rivière, gentilhomme breton. En 1768, il avait 11 ans, elle l'emmena avec elle et le fit entrer au collège du Plessis, rue Saint-Jacques, à Paris. Il y resta 4 ans. Il y manifestait déjà son souci de plaire, et sa volonté de lutter contre les injustices et d'envisager les émeutes sans déplaisir, comme il l'écrira dans ses mémoires. Je dois dire que j'étais fort aimé au collège. J'ai voulu faire une émeute pour empêcher l'injuste punition d'un de mes camarades. Je ne fus pas aussi bien soutenu que je l'aurais souhaité. En 1770, sa mère meurt, le voilà seul au monde. Et peu de temps après, son grand-père maternel meurt à son tour de chagrin. Je perdis ma mère à l'âge de 13 ans. Son père, qui avait l'air dur et qui était fort sensible, mourut de douleur quelques semaines après. Et c'est alors qu'il devint très riche, car il hérita de la grosse fortune des La Rivière. 120 000 livres de rente. 120 000 livres de rente. C'est comme de gagner le gros lot. La mort de mon père me rendit riche, de pauvre que j'étais, disait-il. Et c'est parce qu'il était riche que les Noailles pensèrent à lui comme gendre, et lui présentèrent une de leurs 5 filles. C'était donc un grand parti et l'on comprend que les Noailles n'eurent rien de plus pressé que de mettre la main dessus, écrit sans embâge Charles de Rémusat. Mais c'était une chance si j'ose dire, car cette fille, Adrienne, était remarquable en tout point. Cependant, on s'y prenait un peu tôt. Lorsque j'atteignis ma 14e année, nous reçûmes la nouvelle que mon grand-père avait arrangé mon mariage avec mademoiselle de Noailles, seconde fille du duc d'Ayen, alors âgée de 12 ans. D'ailleurs la mère d'Adrienne, Henriette d'Ayen, trouva qu'on allait bien vite, elle se fâcha même avec son mari, ils étaient trop jeunes. Mais elle accepta cette union lorsqu'on s'entendit pour ne les marier que 2 ans plus tard. Et il se trouva qu'Henriette fut très vite entichée de son futur gendre, elle l'adorait. L'attrait de son cœur avait prévenu Adrienne, et elle fut heureuse d'apprendre que sa mère le regardait et l'aimait comme un fils. On les maria le 11 avril 1774, c'est l'année de la mort de Louis XV, et dès les premiers jours de sa vie conjugale, Adrienne éprouva pour Gilbert un sentiment vif et tendre, André Mauroy. Les Noailles, c'était la haute noblesse, presque le premier rang après les princes du sang. En tout cas très bien en cour et maréchal de père en fils. De plus, sa belle-mère, Henriette duchesse d'Ayen, était née d'Aguesseau, petite-fille de l'illustre chancelier de France. Lafayette était entré dans un cercle magique avec les Noailles et les Ségur, les Broglie et les Dillon, très proches de la reine, donc du roi. Gilbert et Adrienne vont au bal de la reine chaque semaine et au souper à l'auberge de l'Épée de Bois, où duc et comtesse s'amusent et libertinent.
Il faut imaginer ce petit nobliau de province, né pauvre, qui tout d'un coup se trouve très riche, allié aux Noailles et propulsé dans l'orbite du soleil versaillais. Jeune marié, il a dîné avec la du Barry la veille de la mort de Louis XV. Il est déjà connu à la cour de Louis XVI, il danse, mal dit-on avec la reine, fait du plat à la maîtresse du duc de Chartres, se permet de railler monsieur, frère du roi. Il ne souhaite pas se mettre à son service comme l'aurait voulu son grand-père. Gilbert est grand, maigre, rouquin, pas très bavard, mais il a une autorité et un charme inné. Adrienne est plus charmante que jolie, intelligente mais réservée, et elle a un grand cœur et un courage de preux. Ils savent tenir leur rang, mais ils ne se sentent pas très à l'aise dans ce milieu très parisien, très spirituel, très frivole, et déjà leurs idées, leurs conceptions sont souvent en désaccord avec celles de la cour. Ils pensent que l'aristocratie qu'ils fréquentent se préoccupe peu de l'état du royaume, des réformes qui s'imposent, de l'inégalité excessive. Ils ont lu Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Ils rêvent avec d'autres jeunes aristocrates, d'une société plus libérale, plus juste, plus proche du peuple. Adrienne, de son côté, désapprouve les mœurs relâchées de ce milieu où justement, la morale ne s'appuyait plus sur la religion sauf pour les filles de la duchesse d'Ayen, spectatrice surprise, attristée et charitable, André Mauroy. Aussi, Gilbert n'est-il pas fâché de rejoindre sa compagnie. En effet, 8 jours après son avènement, Louis XVI donna à Lafayette le commandement d'une compagnie du régiment de Noailles. Ce régiment était caserné à Metz, dont le gouverneur était le maréchal de Broglie. De Metz, Gilbert écrit à Adrienne. « Je passe la moitié de ma journée à cheval, et je cours après toutes les troupes. Je voudrais bien trouver un secret, mon cher cœur, ce serait une manœuvre qui me transporterait dans votre chambre. Mais il rêve aussi d'action d'éclat, et la France est en paix. Il saura bientôt où se battre, dans le Nouveau Monde, où les Américains ne supportent plus la tutelle anglaise. » De Passages 4 à Yorktown, le grand départ. Passages est le premier port du Pays basque espagnol après la frontière, avant Saint-Sébastien. C'est là que Gilbert de Motier, marquis de Lafayette, s'embarque, le 20 avril 1777, en catimini, pour l'Amérique et pour la gloire. Le bateau qui l'emmène, son bateau s'appelle la Victoire. Il partait se mettre au service des insurgents et de leur général, George Washington. Mousquetaire du roi à 14 ans, sous-lieutenant au régiment de Noailles à 16, à 20 ans général dans l'armée américaine. C'est une promotion révolutionnaire, et son grade de général sera bientôt entériné à son retour en France. Ces insurgents, ces insurgés, sont les descendants des colons britanniques venus s'installer au début du XVIIe siècle sur la côte atlantique de l'Amérique. Les premiers, on l'a oublié, débarquèrent en 1607 dans la baie de la Chesapeake, là même où les troupes anglaises seront définitivement battues en 1781, par les milices de Washington et nos corps expéditionnaires. Les plus connus, les Pilgrims, débarquèrent du Mayflower en 1620 au Cap Cod et fondèrent une colonie à Plymouth. Désormais, ces Anglo-Américains sont nombreux, plus d'1,5 million dans 13 colonies et ils sont prospères. Mais ils n'acceptent plus la tutelle de la couronne anglaise, ni surtout sa prétention de lever des impôts et des taxes sans leur accord. Cela a commencé, en 1765, avec le Stamp Act VI qui fut boycotté et suivi d'émeutes. Franklin se rendit à Londres et obtint son abrogation. Il est vrai que l'Angleterre a besoin d'argent. La guerre de 7 ans lui a coûté très cher, mais ce n'est pas une raison pour ponctionner lourdement ses colonies. Pendant les 10 ans qui suivent, la situation se détériore entre le gouvernement anglais et ses anglo-américains qui voudraient un peu de considération et pouvoir donner leur avis sur ce qui les concerne, surtout sur les impôts. Point d'impôt sans représentation, proclame-t-il. Beaucoup de coloniaux souhaitent rester anglais, c'est ce que pense Franklin, tandis que quelques hommes politiques anglais sont partisans de leur accorder de larges concessions. Mais ni le roi George III, ni les Tories ne l'entendent de cette façon. Et les négociateurs américains envoyés à Londres n'ont pas beaucoup de succès. Pendant ces années d'affrontements, de guerres civiles larvées, de négociations sans résultat, il y a des émeutes et des incidents graves, en particulier à Boston. En mars 1770, la troupe, trop présente et ostentatoire, tire sur la foule mécontente de leur présence et tue 5 jeunes gens sur King Street. En 1773, c'est la taxe sur le thé, le Tea Act, qui irrite les commerçants bostoniens. Ils ripostent à leur façon. Déguisés en indiens,
Ils s'introduisent nuitamment dans les bateaux de la Compagnie des Indes amarrés dans le port de Boston, et jettent à la mer 342 caisses de thé, pas une de moins. Scandale à Londres. Comment peut-on faire une chose pareille? En 1775, il y eut près de Boston 2 accrochages sérieux entre les troupes anglaises de moins en moins bien acceptées par la population et les volontaires américains désormais organisés en milices. Ce fut d'abord en avril, l'affaire de Lexington, où 400 miliciens américains alertés par le franco-bostonien Paul Revere infligèrent une sévère défaite à une troupe de 1000 Anglais. Un peu plus tard, en mai, les renforts anglais débarqués à Boston eurent beaucoup de mal à se débarrasser des miliciens installés à Bunker Hill, la colline bordant au nord la rade de Boston. Ces miliciens ne se replièrent qu'après avoir tué 1 millier d'Anglais. La situation est bloquée. Le roi d'Angleterre ne veut rien entendre, les indépendantistes ne veulent plus attendre. Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les Américains déclarent unilatéralement leur indépendance. Le texte de cette déclaration d'indépendance est un texte fondateur, et dans lequel ils ne sont pas tendres avec George III. Les 13 colonies anglaises constituent désormais les États-Unis d'Amérique. Mais il ne suffit pas de se déclarer libre pour le devenir. Les Anglais sont déterminés à maintenir leur tutelle, ils ont l'armée et les armes et préparent l'envoi de renforts puissants. Il va donc falloir les chasser. C'est la guerre, et le rapport de force n'est pas en faveur des Américains. Il paraît évident qu'ils ne pourront pas la gagner sans se faire aider. Lafayette fait partie de ces jeunes officiers français qui veulent aider les Américains. Mais qu'est-ce qui a poussé ce grand jeune homme, marié depuis 3 ans déjà avec une femme adorable, à quitter son pays, sa femme, enceinte de surcroît, sa parentèle et son métier? Et d'abord, quand a-t-il décidé d'aller les aider? Cela s'est passé au cours et à la suite d'un dîner auquel il avait été convié, à Metz, par le comte Charles de Broglie, avec d'autres officiers, à l'occasion du passage du duc de Gloucester. Gloucester était le frère du roi d'Angleterre, mais il était en froid avec lui. Gloucester parla très librement de cette guerre lointaine et inquiétante, critiqua l'action du roi et de son gouvernement et se déclara favorable à l'attitude des insurgés. Dès ce jour, écrit Lafayette, il voulut partir pour l'Amérique. C'était le 8 août 1775, ses amis et proches parents, son beau-frère Louis-Marie de Noailles, son oncle Louis-Philippe de Ségur qui était aussi du dîner Gloucester, étaient dans les mêmes sentiments. Quelques mois plus tard, en juin 1776, il se fit mettre au cadre des officiers de réserve pour avoir les coudées franches et choisir son destin sans risquer d'être accusé de désertion. Il est probable que sa décision prit définitivement corps lorsque l'on apprit, à Paris à la fin de l'année 1776, la déclaration d'indépendance des 13 provinces. Événement d'importance sur le moment, événement considérable vu d'aujourd'hui, date de naissance des États-Unis. Quelle est la raison essentielle de la décision de Lafayette? Je crois que c'est avant tout son désir, son besoin de se battre, mais de se battre pour une belle cause. Et pour lui, quelle plus belle cause que d'aider les opprimés à obtenir leur liberté? Tous ces points sont importants et nécessaires, ce seront pendant toute sa vie la base de ses décisions. Le besoin de se battre, le désir d'aller au secours des opprimés, sa dévotion à la liberté. J'ajoute la recherche de la gloire, mais tout bon militaire ne doit-il pas s'y attacher? Et ce qui lui simplifia sa décision, Lafayette trouva sa femme toute prête à partager son enthousiasme pro-américain, assure André Mauroy, mais Adrienne avait une grande âme. Ailleurs, il revendiquera sa hargne contre les Anglais, entretenue dans sa mémoire par la mort de son père, tué par un obus anglais à 25 ans. Et par son désir de revanche sur ces Anglais qui nous ont chassés de l'Amérique, et humiliés au traité de Paris XVI. Voici ce qu'il écrivit au sujet de la mort de son père. Mon père fut tué à Minden, colonel dans les Grenadiers de France. Ce corps, composé de grenadiers choisis dans l'armée, fut exposé bêtement par un animal de lieutenant-général, Monsieur de Saint-Pern, commandant de cette troupe. On l'avait posté dans un ravin, il la plaça par bravade sur la crête de ce ravin. Elle fut abîmée, sans aucun fruit, par les batteries ennemies. Bien sûr, il y a de méchantes gens qui n'ont pas cru à la sincérité de Gilbert et de méchantes plumes pour en écrire. On a dit, et l'on a écrit qu'il était parti à la suite d'une déception amoureuse. Il avait essayé de faire la conquête d'Aglaé d'Uno et Seltane,
Elle était la maîtresse du duc de Chartres, mais il n'y avait pas réussi. Aglaé elle-même a démenti cette supposition, mais elle se rattrapera plus tard. On a dit qu'il était parti parce qu'il n'avait aucun espoir de promotion dans l'armée française. C'est vrai qu'il s'ennuyait ferme à Metz, où il servait sous les ordres bienveillants du comte Charles de Broglie. Ce dernier, nous le verrons, songeait lui-même à faire carrière en Amérique. On a dit qu'il était parti parce que les agents recruteurs américains lui avaient promis qu'il serait général, une fois aux États-Unis. Ce dernier point est exact, mais ce n'est pas la raison première de son départ. Qui étaient ces agents, ou plutôt cet agent habilité à faire de telles promesses? Au cours de l'été 1776, le Congrès de Philadelphie décide d'envoyer en France un émissaire secret camouflé en commerçant, ce qu'il est d'ailleurs. Il est aussi député du Connecticut. Il a débarqué à Bordeaux le 6 juin, et il est arrivé à Paris le 5 juillet, après avoir visité les fonderies de canons de Ruelle. Il s'appelle Silas Deane, c'est un grand gaillard blond et plutôt sympathique, mais il ne parle pas un mot de français. Il a pris des précautions pour ne pas être repéré comme agent des indépendantistes, mais les sbires de Lord Stormont, ambassadeur d'Angleterre à Paris, l'ont démasqué et Stormont va se plaindre auprès du comte de Vergennes, ministre français des Affaires extérieures. Vergennes fait semblant de ne pas connaître ce monsieur, mais en réalité il l'a reçu en secret, le 17 juillet. Gérard, premier commis au ministère anglophone, fut l'interprète de cette rencontre. Deane est arrivé avec des instructions précises du Congrès. Ces instructions disent en substance que si les États-Unis étaient obligés de se séparer de la Grande-Bretagne, c'est la France dont il serait le plus convenable de cultiver l'amitié. Et que la France pourrait bénéficier des avantages du commerce avec les États-Unis, comme les Anglais en avaient largement profité jusque-là. Mais il y avait aussi un volet pratique. Il apportait la liste des besoins de l'armée américaine, vêtements militaires, armes, 100 pièces de canon, munitions, toiles et lainage. Plus quelques ingénieurs et officiers. Il est en France aussi pour recruter du monde. Et Deane, qui ne perd pas de temps, rencontre aussi Beaumarchais le 19 juillet. Beaumarchais, nous le verrons, est au centre du trafic d'armes pour les Américains. Il a touché de l'argent pour cela, des gouvernements français et espagnols, et il aura bientôt une raison sociale, Rodrigue, Hortalé et compagnie, installés au cœur du Marais, rue Vieille-du-Temple. C'est donc auprès de Silas Deane que Lafayette s'engagea, dans l'armée américaine, 7 décembre 1776, avec l'assurance d'être nommé major général en Amérique et la liberté de rentrer en Europe, quand sa famille et son roi le rappelleront. Il avait d'autant plus de mérite de s'embarquer dans cette aventure qu'à ce moment-là, la situation militaire des États-Unis et de son général en chef était des plus précaires. Un autre volontaire, officier du comte de Broglie, le baron de Kalb, l'avait introduit auprès de Deane et lui avait servi d'interprète, car Lafayette ne parlait pas anglais. Ce Bavarois au service de la France, il avait participé à la bataille de Fontenoy, était beaucoup plus âgé, né en 1721, et plus gradé que Lafayette. Il connaissait l'Amérique où l'avait envoyé Choiseul. Il était lieutenant-colonel, dans le régiment de Lowendal. Ils partirent sur le même bateau, mais Kalb eut moins de chance que Lafayette. Il fut tué en Caroline du Sud, à la bataille de Camden en 1778. Ils emmenaient avec eux 11 autres officiers engagés par Deane. Ils combinent ensemble et en secret leur départ. Il fallait un bateau. Lafayette se déclare prêt à l'acheter. Il avance une partie de l'argent. Le secrétaire du comte de Broglie, Guy Dubois-Martin ou Dubois-Martin, fut chargé de trouver le navire à Bordeaux avec un capitaine et son équipage. Le bateau devait être livré en mars 1777. En attendant que le navire soit prêt, Gilbert va passer 3 semaines à Londres à l'invitation de son oncle, le marquis de Noailles, ambassadeur de France. C'était un voyage programmé de longue date avec son cousin de poids, et il était bon de n'en rien modifier, Gilbert ne voulant pas dévoiler ses projets à son oncle. En Angleterre, on était aux premières loges pour suivre les conséquences les plus récentes du conflit entre l'Angleterre et ses colonies d'Amérique. C'est ainsi, par exemple, qu'il apprit que le gouvernement de Sa Majesté venait de commissionner 41 vaisseaux de ligne et de faire voter l'entretien de 45 000 matelots ou soldats. Effort de guerre considérable montrant bien la détermination de Londres pour casser cette insurrection.
Comme neveu de l'ambassadeur, Gilbert était persona grata. Il fut invité à la cour du roi George III et par le ministre des colonies, Lord Germain. Il fut invité à l'opéra dans la loge du général Clinton. Il le retrouva en Amérique, mais pas dans la même loge. Clinton était alors à la tête de l'armée anglaise. On lui proposa même d'aller visiter les ports où s'embarquaient les troupes destinées à combattre les rebelles américains. Il avait un peu honte, ayant choisi son camp. Il rejeta cette offre, l'accepter lui parut un abus de confiance. Il n'avait pas mis l'ambassadeur dans le secret de son engagement, comme je l'ai dit, mais ce dernier l'apprit un peu plus tard par son frère, le duc d'Ayen. Il en fut surpris et chagriné et l'écrivit au Premier ministre M. de Maurepas. « Ma surprise est extrême, son âge peut excuser de grandes légèretés. » Par contre, Gilbert avait annoncé son départ à son beau-père. Le 9 mars 1777, il lui écrivait depuis Londres. « J'ai trouvé une occasion unique de me distinguer et d'apprendre mon métier. Je suis officier général dans l'armée des États-Unis d'Amérique. Je partirai d'ici, et sans m'arrêter à Paris, j'irai m'embarquer sur un vaisseau que j'ai frété et qui m'appartient. Conservez-moi votre tendresse, j'ai bien envie de la mériter. » Le duc d'Ayen le prit très mal, comme nous allons le voir, et dans l'instant il n'était plus question de tendresse. De Londres, Gilbert allie Paris où il passe 3 jours chez Kalb, à Chaillot, sans se montrer sauf à ses amis les plus proches, Ségur et Noailles. Ils forment un inséparable trio, et pourtant ces 2 derniers ont renoncé à partir sur les instances de la famille. Lafayette rejoint ensuite Bordeaux, le 19 mars avec Kalb. Le navire est prêt. Rebaptisé la Victoire, le capitaine Le Boursier a réuni son équipage. Les 11 officiers volontaires ont déjà embarqué. On peut lever l'ancre. Kalb et Lafayette les rejoignent le 25 mars à Pauillac et donnent l'ordre de mettre les voiles pour le premier port espagnol, juste avant Saint-Sébastien, Passagès, petite rade bien abritée. Cependant, ils ne quitteront Passagès que le 20 avril. Sur ces 2 dates, tous les historiens sont d'accord. Par contre, sur le détail des états d'âme et des déplacements de Gilbert et des lettres qu'il reçut pendant ces 25 jours, il y a des discordances et des incertitudes. C'est peu important en définitive, mais cela intéresse les habitants de Soulac, car c'est sur leur commune, au Verdon, que fut érigé un superbe monument en souvenir du départ de Lafayette pour l'Amérique, mais il fut détruit par les Allemands. Pourquoi la Victoire fit-elle une première étape en Espagne, au plus près de la France? C'est une décision de Gilbert qui, semble-t-il, hésitait à partir, ayant appris que son beau-père était furieux de sa décision et voulait l'empêcher de partir à tout prix. En effet, le duc d'Ayen avait obtenu que le Premier ministre, M. de Maurepas, écrive à son gendre. Cette lettre, signée par le vicomte de Coigny, apportée par un courrier, lui arriva, mais certains disent qu'il l'a reçue juste avant son embarquement à Pauillac, le 26 mars, d'autres à Passagès, le 28 ou le 31, où il avait fait suivre le courrier. Dans cette lettre, il était écrit que Sa Majesté faisait défense à Monsieur le Marquis de Lafayette d'aller au continent américain sous peine de désobéissance, et qu'il devait rejoindre Marseille pour y retrouver son beau-père et l'accompagner dans son voyage en Italie. Gilbert prend peur et le 1er avril, ou le 3, décide de retourner en France, à Bordeaux, après avoir demandé à Kalb de l'attendre, mais Kalb est persuadé qu'il ne partira pas. De Bordeaux, Gilbert envoie une lettre à Maurepas lui demandant de reprendre sa décision. Il y aurait eu une réponse négative à cette lettre. En tout cas, le beau-père insiste et parle de lettre de cachet s'il désobéit. C'est Lafayette lui-même qui l'affirme, mais personne n'a trouvé trace d'une authentique lettre de cachet. Les lettres de ma famille furent terribles et la lettre de cachet péremptoire. Défense d'aller au continent américain sous peine de désobéissance. Lafayette hésite, ne sait quel parti prendre. Il va demander conseil à son ancien commandant, Charles de Broglie, qui suit de très près la belle aventure de son jeune ami. Charles de Broglie est impliqué, à plus d'un titre, dans l'aventure américaine. Il a subi cruellement la défaite de la France et le traité de Paris. Il fait partie de ces officiers actifs et patriotes qui veulent en découdre et prendre leur revanche sur l'Anglais. Il se morfond en France. Il imagine même un débarquement en Angleterre. Il a proposé un plan à Louis XV à ce sujet. Pour l'heure, il se voudrait en Amérique prenant la tête des insurgés comme généralissime. Il estime que lui seul peut les mener à la victoire et il a préparé une longue lettre où il propose ses services au Congrès.
Il a chargé son fidèle Kalb de la remettre au président du Congrès. Roy a poussé Lafayette à partir. Il est au courant de ses difficultés. On a écrit qu'il était venu le voir à Bordeaux, ou qu'il lui avait envoyé le vicomte de Mauroy pour le décider. Mauroy l'accompagnera en Amérique. En fait, le 13 avril, c'est Lafayette qui est parti pour Ruffec, dans les Charentes, où Broglie a un château. Roy lui a conseillé de passer outre aux conseils et aux menaces qui sont surtout destinées, lui dit-il, à tromper les Anglais et de partir comme prévu. C'est ce conseil qu'il suit. De Bordeaux où il est revenu, il fait mine de partir pour Marseille, puis il revient sur ses pas et travesti en courrier. Il franchit la frontière espagnole pour retrouver son bateau à Passagès où l'avait rejoint le vicomte de Mauroy. Finalement, que pense la cour, que pensent les ministres, Vergennes en tête, que pense le roi de ce départ? Il n'y a pas une pensée unique, et les responsables sont discrets. Que cela fasse du bruit, c'est sûr. Toute la cour est au courant et les Noailles sont furieux, non seulement le beau-père mais aussi son frère, l'ambassadeur à Londres qui s'est senti floué. Et Vergennes, dont on va connaître les sympathies pro-américaines, se croit obligé de demander à son ambassadeur d'excuser les frasques inexcusables de son neveu. J'en suis véritablement affligé pour vous et pour vos proches. Je ne puis vous dire si le roi est informé de cette équipée. Je me garderai bien de lui en parler. Chambrun. Est-ce bien vrai? Vergennes pratique volontiers le mensonge diplomatique, et beaucoup à la cour pensent qu'il faut laisser partir le jeune marquis et même qu'il faut l'aider à partir. Que ce serait un signe supplémentaire de l'aide encore secrète de la France. D'après Taimite, le roi aurait été informé. Quant à Adrienne, elle connaissait le projet de Gilbert, et elle a accepté son départ par amour. Voici ce qu'elle écrit à ce sujet. Monsieur de Lafayette exécuta au mois d'avril le projet qu'il avait médité depuis 6 mois d'aller servir la cause de l'indépendance de l'Amérique. J'étais grosse et je l'aimais tendrement. Mon père et le reste de la famille furent tous dans une violente colère. Ma mère, alarmée pour son propre compte de l'éloignement et des dangers du fils qu'elle chérissait, ayant moins que personne au monde le goût de l'ambition, la soif de la gloire humaine et l'attrait des entreprises, jugea pourtant celle de Monsieur de Lafayette comme elle a été jugée 2 ans plus tard par le reste du monde. La découverte de l'Amérique et de Washington. La traversée est longue, près de 8 semaines. Au début, il a eu le mal de mer, mais ça va mieux et il en profite pour apprendre un peu d'anglais. Il écrit à Adrienne une première lettre, le 30 mai 1777, du milieu de l'océan. Il a 20 ans. Il a tout quitté pour un avenir totalement incertain. C'est de bien loin que je vous écris, mon cher cœur, et à ce cruel éloignement je joins l'incertitude encore plus affreuse du temps où je pourrai savoir de vos nouvelles. Que de craintes, que de troubles j'ai à joindre au chagrin déjà si vif de me séparer de tout ce que j'ai de plus cher. Comment avez-vous pris mon départ? M'en avez-vous moins aimé? M'aurez-vous pardonné? Avez-vous songé que dans tous les cas il me fallait être séparé de vous, errant en Italie? Je suis depuis ma dernière lettre dans le plus ennuyeux des pays, la mer est si triste. Je devrais être arrivé, mais les vents m'ont cruellement contrarié. Je vous avouerai qu'à présent nous courons quelques dangers parce que nous risquons d'être attaqués par des vaisseaux anglais, et que le mien n'est pas de force à se défendre. Mais une fois arrivé, je suis en sûreté parfaite. En restant en France, j'aurais traîné une vie sans gloire loin de vous, au milieu des personnes les plus opposées à mon projet et à ma façon de penser. Si vous saviez tout ce que j'ai souffert en fuyant tout ce que j'aimais le plus au monde. Défenseur de cette liberté que j'idolâtre, libre moi-même plus que personne, en venant comme ami offrir mes services à cette république si intéressante, je n'y porte que ma franchise et ma bonne volonté, nulle ambition, nul intérêt particulier. En travaillant pour ma gloire, je travaille pour leur bonheur. Adieu, la nuit ne me permet pas de continuer, car j'ai interdit toute lumière dans mon vaisseau depuis quelques jours. Adieu donc, si mes doigts sont un peu conduits par mon cœur, je n'ai pas besoin d'y voir clair pour vous dire que je vous aime et vous aimerai toute ma vie. Apparemment, le capitaine de la Victoire n'a appris qu'après le départ qu'il n'allait pas à Saint-Domingue, mais aux États-Unis. Et les officiers français qu'il transportait lui interdirent de faire escale aux îles, de peur d'y être rattrapé par des ordres venant de Versailles. Le 13 juin 1777, après 54 jours de voyage, la Victoire touche terre en Caroline du Sud, à South Inlet, près de Charleston.
Lafayette monte dans un canot avec Kalb et quelques officiers. Il remonte la rivière sans rencontrer personne que des nègres pêchant des huîtres. Mais à 10 heures du soir, ils aperçoivent des lumières, mettent pied à terre, entendent des chiens aboyer et miracle. Ils sont accueillis avec la plus grande cordialité par le major Benjamin Huger, qui leur apprend qu'ils sont à Georgetown. Le 16 juin, ils partaient pour Charleston avec Huger, mais ils n'avaient que 2 chevaux à leur offrir, un pour Lafayette, un pour Kalb, les autres marchaient à pied, 25 lieues en pleine chaleur et dans des chemins affreux. À Charleston, ils furent reçus avec les honneurs par le gouverneur Rutledge. Ce fut un accueil très chaleureux à la manière des gens du Sud. Le 19 juin, il écrit à Adrienne, vantant l'hospitalité américaine mais exprimant sa tristesse. « Vous me manquez, mon cher cœur, mes amis me manquent, il n'y a pas de bonheur pour moi loin de vous et d'eux. » Depuis Charleston, il décide de rejoindre Philadelphie, la capitale provisoire des États-Unis, le siège du Congrès. C'est là qu'ils doivent se présenter pour se faire engager. Il pense qu'il est préférable de se séparer en 3 groupes pour le voyage. Lafayette part avec 6 officiers dont Kalb et Mauroy. C'est une aventure. Plus de 1000 kilomètres de mauvais chemin dans un pays inconnu, 32 jours de voyage harassant, chaleur abominable, eau exécrable, moustiques innombrables. Ils arrivent enfin, après avoir cassé les voitures et crevé plusieurs chevaux. Après un peu de repos, et un peu de toilette. Ils rejoignent le bureau du Congrès, qui doit décider de leur engagement et de leur affectation. Mais là, grosse déception. Ils ne sont pas du tout accueillis comme des libérateurs, mais comme des chiens dans un jeu de quilles, écrit Lafayette lui-même. En effet, le Congrès voit arriver de nombreux volontaires et beaucoup à leurs yeux sont des aventuriers dont ils n'ont rien à faire, et qu'il faudrait payer. Nous avons besoin d'ingénieurs et pas d'officiers, leur disent-ils. Cependant, Lafayette est, parmi ces nouveaux arrivants, le premier qui s'en sort bien. Il a une lettre de recommandation de Franklin et surtout, comme il l'écrit aux membres du Congrès, il a tout quitté pour aider les insurgents. Il veut servir dans l'armée américaine comme volontaire et il ne demande rien, il est prêt à servir à ses dépens, c'est-à-dire sans solde. Du coup, le président du Congrès, Hancock, touché de cette déclaration de bénévolat, lui fait accorder le 31 juillet la commission de major général de l'armée des États-Unis promise par Silas Deane. Entre-temps, le Congrès avait reçu une lettre de recommandation, une deuxième, de Franklin lui-même, 25 mai 1777, dont voici l'essentiel. Le marquis de Lafayette, jeune gentilhomme de grands entourages de famille ici et de grande fortune, est parti pour l'Amérique sur un vaisseau à lui, accompagné par quelques officiers de distinction afin de nous servir dans nos armées. Il est extrêmement aimé et les vœux de tout le monde le suivent. Nous serions heureux que les prévenances et les respects qui lui seront montrés soient utiles à nos affaires ici, en faisant plaisir non seulement à ses puissantes relations à la cour mais à toute la nation française. Nous verrons que ce titre de major général, dont le Congrès pensait qu'il resterait fictif, honorifique, correspondra bientôt à une vraie fonction. Lafayette dirigera une division dès le 1er décembre 1777. Le voilà donc accepté, mais plusieurs officiers français qui l'ont accompagné sont refusés et rapatriés à la charge des Américains. Lafayette réussira à garder auprès de lui 2 de ses officiers, la Colombe et Gima. Kalb lui-même faillit être renvoyé en France. Il réussit quand même à faire la preuve de la pureté de son engagement, et à impressionner le Congrès par son expérience de vieux soldat. Mais dans ces conditions et cet environnement plutôt difficile et déplaisant, il n'était plus question qu'il présente au Congrès la requête de son maître Charles de Broglie qui se faisait fort de mener les milices américaines à la victoire. Du reste, il fallait une bonne dose de naïveté et de méconnaissance de la susceptibilité des Américains, mélangée à un bel orgueil et beaucoup de culot, pour prétendre prendre le commandement de l'armée américaine. Le 1er août 1777, Lafayette rencontra Washington pour la première fois. Rencontre décisive, journée mémorable puisque dès ce jour se scella entre cet homme d'âge mûr, il avait 45 ans, et ce jeune homme qui avait l'âge d'être son fils, une amitié indéfectible. Ce fut un véritable coup de foudre. Washington est général en chef des armées américaines. Il y avait du mérite, car la situation était désastreuse. Les Anglais, avec plus de 30 000 soldats, avaient presque anéanti les milices américaines qui avaient dû abandonner New York.
3000 hommes restés seuls en armes, écrit Lafayette. Cependant, Washington lui fait visiter le camp des troupes de l'Union sur la Delaware. Il n'était pas très fier de son armée de va-nu-pieds hétéroclites, mais il n'a rien à cacher. Il a l'air de s'excuser auprès d'un officier de cette armée française de si bonne réputation. « Je suis là pour apprendre », lui répond Lafayette. L'entente fut immédiate, l'attachement définitif. Lafayette demanda au Congrès la permission de rester auprès du général Washington, accordée. Entre-temps, Washington avait obtenu du Congrès les pleins pouvoirs dans le domaine militaire et la levée de troupes fraîches, ce qui lui permit de disposer, quelques semaines plus tard, de 10 à 15 000 hommes bien équipés. Bientôt, Gilbert combat pour la première fois sous les ordres de Washington à Brandywine le 11 septembre 1777. Les troupes anglaises avaient l'ordre de prendre Philadelphie, la capitale des États-Unis. Elles étaient commandées par le général Cornwallis. Arrivés par bateau par le sud, du fond de la baie de Chesapeake, les Anglais devaient faire un grand mouvement tournant pour encercler les Américains par le nord. Washington avait décidé de les arrêter sur la rivière Brandywine au sud-ouest de Philadelphie, avec 5000 hommes, commandés par le général Sullivan, mais ils ne firent pas le poids contre les 8000 Anglais de Cornwallis et furent contraints à la retraite. Lafayette avait demandé à rejoindre Sullivan avec son fidèle Jima. Il contribua grandement à ce que la retraite ne tournât à la débâcle, en rameutant une poignée de miliciens qui résistèrent le temps qu'il fallut à Washington pour permettre au gros de l'armée de se replier et d'évacuer Philadelphie. On reconnut que le marquis, bien que blessé, avait manifesté un courage au-dessus de tout éloge, écrira Sullivan. C'est cependant une nouvelle défaite pour les Américains. Ils ont perdu plus d'1 millier d'hommes et les Anglais occupent Philadelphie, le 26 septembre. Lafayette est blessé à la jambe. Le lendemain, il rassure sa femme. La balle n'a touché ni eau ni nerf et il fait l'éloge de Washington. Cet homme, que je vénère à mesure que je le connais davantage, a bien voulu être mon ami intime. Je suis établi chez lui, nous vivons comme 2 frères. Quand il m'a envoyé son premier chirurgien, il lui a dit de me soigner comme si j'étais son fils. Cette guerre d'indépendance n'est pas une guerre ordinaire. Il n'y a pas de front ou alors il s'étire sur plus de 3000 km, du Canada aux Carolines. Il n'y aura jamais de bataille rangée, et d'ailleurs il n'y a que quelques milliers de combattants de part et d'autre, on ne peut même pas parler d'armée. Les insurgents ne constituent pas une armée, ce sont pour la plupart des volontaires, mal habillés et mal armés, mais très mobiles, on les appelle les Minutemen. C'est une guerre d'escarmouche, une guérilla qui déconcerte les Anglais. De plus, ils se croyaient capables, de par leur domination maritime jusque-là incontestée, de contrôler le front de mer, mais il est trop vaste et la marine française reconstituée les précédera et les battra au bon moment, au bon endroit. Lafayette, blessé, fut transporté à Philadelphie puis à Bethléem, à 50 km de là, au nord-ouest de la grande ville, où il fut reçu dans la famille Buckle et choyé par Madame Buckle et ses filles. Pendant sa convalescence, il eut la visite de Mauroy et Dubois-Martin qui lui annoncèrent qu'il retournait en France dégoûté des Américains. Ces officiers français n'eurent ni la même chance ni le même optimisme que le marquis. Il fit la connaissance d'un officier polonais, le comte Pulaski, venu rejoindre les insurgés et qui lui portait, ô merveille, une lettre d'Adrienne. Après cette bataille perdue, les Américains, commandés par le général Gates, attaquèrent des troupes anglaises qui, venant du Canada, tentaient de rejoindre Philadelphie. Elles étaient commandées par le général Burgoyne qui se laissa enfermer à Saragota et fut obligé de se rendre, le 16 octobre de la même année, 1777. Les 7000 hommes de son armée furent tués ou faits prisonniers. La chute de Saragota fut annoncée dans l'Europe entière. Elle donna un nouvel élan aux insurgés et aux Français de France, une nouvelle raison de les aider. Mais que fait la France officielle pour les Américains ? Lafayette écrit à son beau-père le 16 décembre 1777, il parle de lui. Je lis, j'étudie, j'examine, j'écoute, je pense et de tout cela je tâche de former une idée où je fourre le plus de sens commun que je peux. Mais surtout il parle de la guerre anglo-américaine. L'Amérique attend avec impatience que nous nous déclarions pour elle, et un jour, j'espère, la France se décidera à humilier la fière Angleterre. L'indépendance américaine, une affaire française. Lafayette n'était pas, loin de là,
le seul Français désireux d'aider les Américains à se débarrasser de la tutelle anglaise, mais il en fut le plus emblématique. De nombreux officiers français avaient envie de rejoindre les insurgés pour les mêmes raisons. L'admiration de l'idéal démocratique des Américains, le désir de revanche contre les Anglais, le besoin de porter secours à des gens qui luttent pour la liberté. D'ailleurs Lafayette et Kalb avaient emmené avec eux sur la Victoire, comme je l'ai écrit, 12 autres officiers français. Mais cela va bien au-delà des officiers. L'opinion publique, les gouvernants doivent désormais en tenir compte, est tout à fait favorable à ces rebelles qui réclament la liberté. Notre ministre des Affaires étrangères, le comte de Vergennes, est de cet avis, mais il estime plus subtilement que l'Amérique est un champ de bataille où nous pourrions prendre notre revanche sur les Anglais et une occasion de reprendre notre place de première puissance européenne. Vergennes est un fin diplomate formé par ses fonctions d'ambassadeur à Constantinople et à Stockholm. Il voue une fidélité totale et sans détour au jeune roi qu'il a choisi. Il l'éduque et le défend. La confiance est réciproque. Vergennes est un honnête homme. Il est sincère quand il refuse le cynisme de certains comportements politiques. Il a ressenti comme une amère défaite, et les Français avec lui, le récent partage de la Pologne, et il craint cet accord insolent et cynique des trois grandes puissances de l'Est, la Prusse, la Russie et l'Autriche. Cette préoccupation pour la Pologne injustement occupée, Lafayette la partagera bientôt, ainsi que les principes de morale politique que défend Vergennes. Avec les Anglais, Vergennes va prendre son temps, mais en sachant où il va, c'est-à-dire vers la reconnaissance de l'indépendance des États-Unis. Son principal interlocuteur est Benjamin Franklin. Franklin est un savant, il a inventé le paratonnerre comme chacun sait, c'est un gestionnaire, il fut le maître des postes de l'Amérique anglaise, c'est un politique, représentant élu de l'État de Pennsylvanie depuis 1750. C'est une des personnalités marquantes du nouvel État. Il a participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance avec Thomas Jefferson et John Adams. Il est installé en France depuis décembre 1776. Il a été envoyé à Londres, à plusieurs reprises, pour présenter les doléances des colons. Il y était encore en 1775 pour obtenir un allègement des liens entre la couronne et les colonies américaines. Il ne souhaitait pas une rupture de ces liens. Il s'était engagé dans de longs pourparlers avec Pitt, devenu Lord Chatham, qui était favorable à cette politique de conciliation. Mais la Chambre des Lords avait rejeté leur projet avec indignation. Il habite Passy dans une grande et belle demeure, l'hôtel de Valentinois qu'avait acquise M. de Chaumont, un riche armateur qui fournissait, sans que ça se sache trop, des subsides et des armes aux Américains. Il avait naturellement proposé à Franklin de s'installer chez lui. Silas Deane avait déjà bénéficié de cette offre, Winslow. C'est un bien joli endroit, l'hôtel domine un jardin qui descend vers la Seine. Franklin est un vieux monsieur, il a 70 ans, un peu podagre, ce qui veut dire qu'il a la goutte, mais il est plein de vitalité et d'expérience, et il pratique l'art de vivre de la façon la plus agréable pour lui et pour les autres. Il est connu des Français, il était célèbre avant de s'installer chez nous. Sa bonhomie et la simplicité de sa mise, il s'habille comme un paysan enrichi ou un petit bourgeois, sans perruque et en bas de coton, le rendent plus sympathique encore. Il est arrivé avec ses deux petits-fils, l'un d'eux, Temple, lui sert de secrétaire. Qu'est-ce qu'il fait exactement à Paris où pour le moment, il fréquente les salons avec bonheur, en particulier celui de la belle Madame Helvétius. Au début on ne savait pas trop, ou on faisait semblant de ne pas savoir. Nous ignorons encore les causes qui ont amené M. Franklin à Paris, écrit Vergennes à M. de Noailles à Londres. En réalité, Franklin annonce très vite à Vergennes lui-même, la lettre est du 23 décembre, qu'il est en France avec messieurs Deane et Lee et avec les pleins pouvoirs du Congrès pour négocier un traité de commerce et d'amitié avec la France. Ce traité doit et va se faire, pense Vergennes, mais on n'est pas pressé, car signer un tel traité équivaudra à une déclaration de guerre contre les Anglais et notre flotte n'est pas encore en état d'y faire face. Et puis, il faut entraîner l'Espagne avec nous. Franklin était patient. En attendant, Vergennes assure les Américains qu'on va leur envoyer des secours secrets, avec l'aide de M. de Beaumarchais et la bénédiction du roi. Je n'écris pas la vie de Beaumarchais, que Lafayette rencontra plus tard chez les Condorcet, mais on ne peut pas parler de la guerre d'indépendance américaine,
sans reconnaître le rôle qu'y a joué cet homme infatigable et polyvalent, horloger inventif, auteur dramatique talentueux, homme d'affaires un peu fripon. C'est lui qui, avec le blanc-seing de Vergennes, un ministre sérieux peut fort bien s'entendre avec un aventurier efficace, et même l'assentiment secret de Louis XVI auquel il a l'aplomb d'écrire, a commencé à envoyer des armes et des munitions aux Américains de 1775 à 1778 avant la déclaration de guerre. Pendant ce temps-là, le gouvernement français s'en tenait officiellement à une position de stricte neutralité, tandis que Lord Stanton, avec ses espions, reniflait tout ce qui pouvait paraître rompre cette neutralité. Beaumarchais armait des navires, achetait des armes, prenait tous les risques physiques et financiers, outre celui d'être désavoué par le gouvernement s'il se faisait prendre. Après Saratoga, Beaumarchais pensa que c'était pour les Français le moment d'intervenir. Il écrivit au roi, à la manière d'un ambassadeur, « Le roi ne voudra pas que des événements si propices à l'Amérique soient troublés par une désertion totale des vrais amis que cette cause s'est faite en France. » Et bientôt, Franklin et Vergennes vont établir les bases de ce traité d'alliance qui sera signé le 6 février 1778. Le temps a passé, le temps est propice, la flotte est reconstituée depuis que Choiseul en a donné le signal et bien sûr, grâce aux décisions de Louis XVI et de son gouvernement, en particulier de M. de Sartine, secrétaire d'État à la Marine, 1774 à 1780. En 1779, nous disposerons de 264 navires de guerre dont 78 navires de ligne. Le temps est propice, la décision est prise, le roi reçoit Franklin à Versailles. Franklin avait fait un effort dans sa toilette. Il était accompagné de Silas Deane et d'Arthur Lee. Cette cérémonie mémorable fut suivie par une foule immense, écrit le duc de Croix qui y était. Franklin, défaillant d'émotion, pleurait. Louis les reçut avec aisance et simplicité, et souhaita qu'ils assurent le congrès de son amitié. Puis, Vergennes reçut les Américains à dîner. Auparavant, ils avaient fait un détour par l'hôtel de Noailles pour témoigner leur gratitude à Madame de La Fayette. Et la guerre est officiellement déclarée au roi d'Angleterre, 19 mars 1778. Cette décision, soigneusement mûriée, prise en toute connaissance de cause par le roi au moment voulu, fut un événement considérable, aussi bien sur le moment que pour les siècles à venir. Il a été passablement gommé dans les livres d'histoire. La France est la première à reconnaître la nation américaine qui va peut-être un jour subjuguer l'Europe, prophétise le duc de Croix. À cette nouvelle, l'armée américaine fêta dans un grand feu de joie l'entrée en guerre de la France, en présence de La Fayette et des officiers français. Et en avril 1778, le roi décida d'envoyer en Amérique une flotte commandée par le vice-amiral Comte d'Estaing. La Fayette général, en attendant l'amiral d'Estaing. Guéri de sa blessure, La Fayette a été envoyé dans le Nord comme général de l'armée du Nord, avec 2 généraux américains sous ses ordres. Il s'agit d'attaquer les Anglais au Canada, tout au moins d'aller jusqu'à Montréal. Certes, aller attaquer les Anglais dans cette province qui nous avait appartenu ne lui déplaisait pas, mais il n'avait pas reçu d'ordre détaillé de Washington qui en l'occurrence semblait lui laisser la bride sur le cou, avec l'entière responsabilité des décisions. Il s'en plaint au Congrès, il souhaite dans cette affaire n'être que l'exécutant du général en chef. Il se méfie, il a raison, il y a derrière tout cela, comme un complot des généraux qu'il doit commander et qui espère que ce jeune Français, déjà trop célèbre, se déconsidérera à cette occasion. Le rassemblement doit se faire à Albany, dans l'État de New York, où il arrive le 13 février 1778. Et là, le constat est affligeant. L'armée du Nord se réduit à 1 millier d'hommes insuffisamment équipés, il fait très froid, les lacs sont gelés, et peu motivés, ils n'ont pas été payés depuis des mois. Le nouveau général renonce sagement au plan projeté. Les décisions de ce jeune homme, avide de gloire, sont toujours raisonnables. Certains le lui reprocheront. Il écrit à Washington, le 23 février, non sans humour ni humeur. « Je suis envoyé avec grand bruit, à la tête d'une grande armée pour faire de grandes choses. Le continent et bientôt la France, l'Europe et qui pillait l'armée anglaise sont dans l'attente. Combien ils seront trompés. Combien on se rira de nous. J'avoue, mon cher général, que je ne peux maîtriser la vivacité de mes sentiments dès que ma réputation et ma gloire sont touchées.
C'est la première et la dernière fois qu'il manifeste un peu d'irritation à l'égard de son cher général. Mais peut-être ce dernier a-t-il voulu le tester? Tant pis pour la gloire. Il en profite pour habiller ses hommes et rencontrer les Indiens du secteur à Johnsonstown. Ce sont des Iroquois et des Hurons. Ils sont chez eux et collaborent désormais avec les Anglais et il faut les faire changer de camp. Il fait se rencontrer la tribu indienne avec le général Schuyler et quelques officiers américains. Les Iroquois sont épatés par ce jeune général français. Ils l'adoptent, lui offrent un bracelet que leur avait donné le général Montcalm et sont prêts à signer un traité d'alliance. Puis il rejoint Valley Forge, le quartier général de Washington. Le 2 mai, Siméon Dean, le frère de Silas, débarque aux États-Unis apportant la grande nouvelle, l'engagement de la France aux côtés des Américains. L'apprenant, Gilbert saute sur son cheval et part au galop rejoindre Washington qui l'embrassa sur les 2 joues. On alluma un grand feu comme je l'ai dit, et ce fut la fête pendant 3 jours. Quelques jours après, le 18 mai, Washington apprend que le général Clinton qui commande les troupes anglaises craignant désormais l'arrivée des Français, envisage d'abandonner Philadelphie. Il envoie Lafayette avec 2000 hommes voir ce qui se passe, essayer de couper les communications de l'ennemi et s'il bouge, les harceler. Mais c'est lui qui a failli se faire prendre par les Anglais. Avertis de sa présence, ils décidèrent de l'encercler. Ils avaient déjà prévu le bateau qui emmènerait Lafayette, prisonnier en Angleterre. Lafayette fut averti par un civil réveillé par le passage des dragons anglais, et il réussit à échapper de justesse à l'encerclement. Il ne perdit que 6 hommes dans l'affaire. Le 18 juin, Clinton quitta effectivement Philadelphie avec sa garnison. Washington prit la décision de l'attaquer. Avec l'accord de 4 de ses généraux sur 12, Hamilton, Greene, Wayne et Lafayette. Mais il confia le commandement au général Lee, qui était contre cette opération et s'en tira très mal. Washington arrivant avec le reste de l'armée reprit l'avantage, mais la nuit survint et le lendemain matin, Clinton et ses troupes étaient partis vers Sandy Hook avant de rejoindre New York. Lafayette marchait à l'avant-garde et se fit remarquer par son audace. Quelques jours avant, Lafayette avait appris la mort de sa fille aînée, Henriette. Il écrivit à Adrienne le 16 juin. « Que mon éloignement est affreux. Je n'ai jamais si cruellement senti combien cette situation est horrible. Mon cœur est affligé de ma propre douleur, et de la vôtre que je n'ai pu partager. » Cependant, la flotte de l'amiral d'Estaing, composée de 12 vaisseaux de ligne et de 5 frégates, partie de Toulon au mois d'avril, arrive en vue des côtes américaines au début de juillet 1778. C'est un peu long certes, mais cela prouve que les Anglais n'ont plus la maîtrise absolue des mers. D'ailleurs, au passage, il a fallu arraisonner quelques corsaires britanniques. Le vaisseau amiral transportait aussi Conrad Alexandre Gérard, comte de Münster, premier commis des affaires étrangères, envoyé par le roi comme premier ministre plénipotentiaire de la France auprès du Congrès des États-Unis et anobli à cette occasion. Il y avait aussi Silas Dean. Le 8 juillet, l'escadre remonte la Delaware et débarque Gérard et Dean à Philadelphie. Washington avait espéré que la flotte française arriverait à temps pour se mesurer à l'escadre anglaise de l'amiral Richard Howe, venu aider Clinton. Hélas, il y avait 3 jours qu'Howe était parti, direction New York. Dommage. Mais D'Estaing ne pouvait pas le savoir. Washington demande alors à l'amiral d'aller attaquer l'escadre de Howe, au mouillage, du côté de Sandy Hook, où était encore Clinton. Il y est le 11 juillet, mais ses plus gros vaisseaux ne peuvent franchir les passes pour s'approcher des Anglais. Il renonce à les attaquer, sage prudence ou manque d'audace? Qu'à cela ne tienne, lui dit Washington. Rendez-vous à Newport, Rhode Island, qu'occupent les Anglais, je n'y serai pas mais vous y retrouverez votre jeune ami Lafayette. Je l'envoie, avec 2000 hommes, renforcer les troupes de Sullivan à Providence. Attaquer les Anglais par mer, Sullivan les attaquera par terre. Lafayette avait appris l'arrivée de la flotte française, le 14 juillet. D'Estaing est auvergnat comme lui, c'est déjà un vieux soldat, il a 49 ans, mais un jeune amiral. Le marquis est bien heureux de cette arrivée. Il écrit aussitôt au comte d'Estaing. C'est avec un plaisir très vif, monsieur le comte, que j'apprends l'arrivée d'une flotte française sur les côtes d'Amérique. Je n'en ai pas moins à savoir que vous la commandez. Et il lui écrit 2 jours plus tard.
je n'ambitionne encore que de vous paraître digne d'être un soldat français et de servir en cette qualité sous vos ordres. Il compte bien que l'amiral va couler à fond, les Anglais. Le 4 août, Lafayette est à Providence, comme prévu, et se rend à bord du vaisseau amiral. D'Estaing lui donne une chaleureuse accolade et lui confie le commandement des troupes de débarquement. Lafayette écrit à Washington. Le comte d'Estaing a été ravi de mon arrivée. Il m'a exprimé la plus grande anxiété sur ses besoins de toute espèce, vivres, eau, etc. Il espère que la prise de Rhode Island le mettra en état d'y pourvoir. L'amiral voudrait aussitôt que possible joindre des troupes françaises au corps que je commande. Le 9 août, d'Estaing se décide à attaquer, franchit les passes et incendie 4 frégates anglaises qui protégeaient Newport. Le lendemain, lorsque Sullivan se prépare à combattre par terre, d'Estaing apprend que la flotte de haut est en vue et se prépare à l'attaquer de son côté, mais le combat n'aura pas lieu à cause de la tempête qui démate des navires des deux côtés et permet à Howe d'esquiver le combat. Quand d'Estaing revient à Newport, il demande l'autorisation de rejoindre Boston pour faire les réparations nécessaires, c'était aussi l'ordre du roi. Sullivan n'est pas content et il s'en va, tandis qu'un renfort de 5000 Anglais arrive par mer. Il valait peut-être mieux ne pas être là. La bataille de Newport n'aura pas lieu. Ainsi, d'Estaing n'aura-t-il jamais l'occasion, ni la volonté, de se battre au bon endroit. On se moqua. Les Américains n'étaient pas contents et critiquaient vivement l'amiral. Ils signèrent une protestation. Lafayette le défendit vigoureusement, souligna que c'était grâce à la crainte de son arrivée que les Anglais avaient évacué Philadelphie et qu'il avait détruit 6 frégates britanniques. Washington, voir en annexe, et le Congrès en furent d'accord. Au même moment, un Anglais, Lord Carlisle, venu discuter de la paix avec le Congrès, déclarait que l'alliance entre la France et les États-Unis était une liaison absurde, préposteroux, et que la France était l'ennemi de la liberté. Lafayette ne le supporta pas et voulut se battre en duel contre Lord Carlisle, mais Washington l'en dissuada. En octobre 1778, Lafayette se sent inutile. Imagine qu'il a mieux à faire en France où l'on prépare, il l'a appris, une expédition contre l'Angleterre. Il demande au Congrès la permission de rentrer en France. Le Congrès, non seulement l'y autorise, mais encore charge son ministre plénipotentiaire à Versailles de lui remettre une épée d'honneur, une épée de prix ornée d'emblèmes convenables. On est étonné et admiratif de la réussite de Lafayette dès ce premier séjour, de sa popularité, de sa cote au Congrès. Et pourtant, ce ne lui fut pas facile de trouver sa place entre ceux qui voulaient rester anglais et les indépendantistes forcenés, au milieu de ces généraux américains plus ou moins compétents, jaloux de ce petit marquis, le protégé de Washington, et qui, entre eux, se détestaient et se tiraient dans les pattes. Premier retour à Paris. Le 5 janvier 1779, après une dernière lettre à son ami Washington, il s'embarque sur une frégate de 36 canons, l'Alliance, mise à sa disposition par les Américains. Il partait avec la Colombe et Jima, fidèle entre les fidèles. Ce retour ne fut pas une partie de plaisir. Il y eut d'abord la tempête et le mal de mer. J'avais bien affaire à 20 ans avec mon rang, ma fortune, après avoir épousé mademoiselle de Noailles, de quitter tout cela pour venir ici servir de déjeuner aux morues. Et puis, ils eurent droit à une sérieuse mutinerie. Le capitaine du navire, Landais, était un malouin sympathique, l'équipage, 135 hommes par contre, était moins relevé et moins sympathique. Il y avait parmi eux quelques déserteurs et prisonniers anglais, qui cherchèrent à s'emparer du bateau et à massacrer les officiers, pas moins. Lafayette et les autres officiers, alertés à temps, prirent les choses en main, firent taire la canaille et en mirent 33 au fer dans la cale. On continua sans autre histoire. Le 6 février, il est à Brest et le 12 à Versailles où il est reçu longuement, par les ministres Maurepas et Vergennes. Il leur porte une lettre du Congrès qui leur est adressée où il était dit du général : « Nous l'avons vu sage dans les conseils, brave sur les champs de bataille, patient au milieu des fatigues de la guerre. » Puis il écrit au roi en reconnaissant sa faute, et en acceptant par avance sa réprimande. Le roi, pour la forme, lui inflige 8 jours d'arrêt à l'hôtel de Noailles, dans les bras d'Adrienne, après 22 mois d'absence. En vérité, Gilbert est le héros du jour. Sa réputation avait traversé l'Atlantique. Voltaire, avant de mourir, avait tenu à rendre visite à Adrienne.
Je veux présenter mes hommages à la femme du héros du Nouveau Monde. À Paris, ce fut un vrai triomphe, écrit Chambrun. Absous par le roi, embrassé par toutes les femmes, chéri de la sienne, il avait conquis la faveur de Versailles, soulevé l'enthousiasme de Paris et reçu des mains de la reine le régiment des dragons du roi 37. Au théâtre français, il est acclamé, et la plus belle actrice vient réciter un compliment en vers sous sa loge, entre deux tirades de M. Rochon de Chabannes, l'auteur de la pièce. Il y a plus important, c'est au jeune marquis que le roi et ses ministres demandent conseil sur la conduite de la guerre. Il leur faut s'attendre à tout, car Lafayette a le cerveau fécond et il fait 1000 projets. Il fut d'abord question un instant de soulever les Irlandais contre les Anglais, puis d'un débarquement sur les côtes de Cornouailles, ou sur les côtes de la Manche, enfin dans l'île de Wight et de là sur Portsmouth. Et c'est vrai qu'en haut lieu, on songe sérieusement à une invasion de l'Angleterre tout simplement. Lafayette se voyait déjà commandant les troupes de débarquement. Vergennes suit le projet de très près et très prudemment. En fait, il n'envisage pas vraiment de faire la conquête physique de l'Angleterre. Lettre à Montmorin du 20 juin 1778. Il n'en est pas moins vrai qu'une véritable armée fut rassemblée en Bretagne, au voisinage de Saint-Malo et en Normandie près du Havre. Elle devait être commandée par le maréchal de Broglie, qui fut remplacé par le comte de Vaux. Lafayette était au Havre, aide-major général des logis. Et Vergennes réussit à décider l'Espagne à participer à une action navale contre les Anglais. C'est ainsi qu'au milieu de l'été 1779, les escadres des rois de France et d'Espagne, 46 vaisseaux de ligne et 26 frégates, s'étaient rejointes près de la Corogne et voguaient vers Albion. Elles y mirent beaucoup de temps et n'arrivèrent que le 15 août en vue de Falmouth. Beaucoup plus grave, les vaisseaux de Sa Majesté étaient devenus de véritables hôpitaux. Le scorbut et la petite vérole décimaient les équipages. L'amiral d'Orvilliers, qui manquait aussi d'énergie, estima plus sage de renoncer. Finalement, cela n'alla pas plus loin qu'un court blocus, mais les Anglais avaient eu très peur et de ce fait gardèrent leurs navires à domicile. Dans la décision de ne pas pousser plus avant ce projet de descente en Angleterre, il y eut aussi les avertissements discrets mais fermes des grandes puissances. Finalement, on décida d'aller secourir l'Amérique directement en y expédiant une armée de quelques milliers d'hommes. Après tout, il suffisait d'utiliser l'armée du débarquement. Cette idée fut adoptée par Vergennes. Lafayette était aussi de cet avis. Il lui écrivait le 18 juillet 1779. L'état de l'Amérique et la nouvelle conduite que les Anglais paraissent adopter rendent plus que jamais cette expédition nécessaire. Les côtes désolées, les ports détruits, le commerce gêné, les points fortifiés d'où partent ces invasions, tout semble appeler nos secours maritimes et terrestres. Il ajoute que si on envoie du monde en Amérique, il faudrait des officiers qui sachent s'ennuyer, vivre de peu, se refuser tous les airs et particulièrement le ton vif et tranchant et se passer pour un an des plaisirs, des femmes et des lettres de Paris. Et le marquis se dit prêt à diriger cette expédition. Il écrit à Maurepas. Il rappelle son amitié intime avec le général Washington, la confiance du peuple américain et du Congrès qu'il a préféré à tous les autres officiers généraux pour un commandement de grande importance. L'expédition est décidée en janvier 1780. Le roi est d'accord, mais à Lafayette, il préfère un commandant plus âgé, Rochambeau, 55 ans et plus expérimenté. Gilbert reconnut le bien fondé de cette décision. En compensation, il sera envoyé par le roi auprès de Washington pour lui annoncer l'arrivée du corps expéditionnaire. Avant de partir, le 29 février 1780, il alla prendre congé du roi et de la reine. Il avait revêtu, écrit André Mauroy, son uniforme bleu, blanc et or de major général américain. La reine fut aimable. Et cela l'intéresse beaucoup plus que la naissance de son fils Georges, né la veille de Noël, le 24 décembre 1779 à Passy. Lafayette était à Paris, absorbé par ses projets et ses discussions politiques. Adrienne lui envoie un billet annonçant la naissance. Il en informe Franklin en lui disant que son fils s'appellera George Washington, en témoignage de respect et d'affection à son cher ami, le général Washington. Deuxième séjour aux États-Unis. Yorktown. C'est pendant ce deuxième séjour qu'eut lieu la bataille décisive de Yorktown, comme si on avait attendu Lafayette pour en finir avec ces satanés anglais.
C'est l'événement majeur de la guerre d'indépendance. À la suite de cette bataille qui força le général anglais Cornwallis à capituler, les Anglais décidèrent de renoncer à maintenir leur tutelle sur leur colonie d'Amérique. Donc, le 9 mars 1780, Lafayette embarque à Rochefort sur la frégate l'Hermione, mais il ne quittera la France que le 20 après une escale à l'île d'Aix puis à La Rochelle. Il emporte assez d'argent pour équiper une division à ses frais, si bien que son intendant Morisot est obligé de vendre des terres. Il achetait sa gloire aux dépens de sa fortune, André Mauroy. Adrienne accepte ce nouveau départ. Il lui envoie des lettres toujours pleines de tendresse. Je suis bien triste et je donnerai tout au monde pour vous revoir encore une minute, le 7 mars de Blois. Est-ce à moi, mon cœur, qui suis si heureux par vous, de vous rendre malheureuse en vous quittant, le 13 mars. Il faut vous quitter, ce moment est horrible. Je vous aime à la folie, le 20 mars. À son arrivée à Boston, le 27 avril, il est reçu comme un libérateur. Il est arrivé, il est revenu. C'est le cri de joie qui l'accueille et l'accompagne de la rade de Boston à la baie de Chesapeake, Chambrun. Et pourtant, les Bostoniens ne connaissaient pas la bonne nouvelle qu'il apportait à Washington. Aussitôt arrivé, il lui écrit « Je suis ici, mon cher général, et au milieu de la joie que j'éprouve à me retrouver un de vos fidèles soldats, je ne prends que le temps de vous dire que je suis venu de France à bord d'une frégate que le roi m'a donnée pour mon passage. J'ai des choses de la dernière importance que je dois d'abord communiquer à vous seul. » Il rejoint Washington à Morristown, dans le New Jersey, le 10 mai 1780. Le général l'accueille avec... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.